Structuration territoriale et participation communautaire. Session 2, partie 1. Sans plus attendre, je me permets peut-être d'inviter la première oratrice à venir présenter son atelier, qui est Maguelone, je dis bien Maguelone Vignès. Vigne, voilà, j'en ai tout faux. Qui est responsable d'appui scientifique à Brussano. Et puis je la laisserai peut-être se présenter un peu plus au public. Bonjour à tous, donc je suis Maguelone Vigne, responsable de l'appui scientifique à Brussano. Brussano est une organisation bruxelloise qui est chargée de promouvoir des soins centrés sur la personne, des soins intégrés centrés sur la personne. Et quant à moi-même, je suis sociologue et bon, j'ai un parcours où j'ai travaillé avec différentes personnes ici, notamment à l'UCL avec Jean-Mac et d'autres d'entre vous. On a collaboré à plusieurs reprises au sein de Brussano également. Je vais tout de suite passer à la présentation parce que le temps nous est compté. Je voulais vous parler aujourd'hui des communautés de pratique, donc le dispositif de communauté de pratique qu'à Brussano nous envisageons comme un moyen, un maillon de l'organisation des soins à un niveau local. Donc, bref récapitulatif, même si on a déjà parlé dans la présentation générale, c'est quoi une communauté de pratique? Une communauté de pratique, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour partager et apprendre les uns des autres. Et elles sont là autour d'un intérêt commun, d'une thématique commune, éventuellement d'un métier ou d'une fonction, comme je vais le présenter, quelque chose de commun. Et alors elles vont partager des expériences, des outils, des modèles, différentes choses, et aussi partager leurs propres problèmes dans l'idée d'arriver à dégager des bonnes pratiques et partager, donc pour construire de la connaissance. Donc se nourrir soi-même et nourrir le système aussi plus largement. Au sein du projet Boost, où est né ce dispositif et à Brussano, donc, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est utiliser ces communautés de pratique pour mettre en place, pour accompagner et promouvoir une fonction qu'on a appelée fonction de référent de proximité. Donc, brièvement, de quoi s'agit-il? C'est, vous le voyez ici, donc, c'est en fait une fonction. Donc, c'est pas un métier, on ne demande pas aux gens de changer de métier, on leur demande de faire un petit plus comme ça dans leur métier. Et en fait, on ne leur demande pas, ils le font déjà. Donc, c'est tout ce que les professionnels font et qui n'est pas normalement leur job, qui vient comme ça en plus de leur métier, mais il se trouve que c'est les personnes, ils sont là auprès d'un patient ou d'une personne qu'ils accompagnent, dont ils ont déjà la confiance, et ils sont un peu là au bon moment, ils vont mettre un petit peu le coup de pouce qui va faire qu'ils vont pouvoir raccrocher cette personne à d'autres services au-delà de l'aide qu'eux-mêmes peuvent apporter. Donc voilà, c'est un petit peu ça, cette fonction de référent de proximité qui se décline comme ça autour de différentes actions, d'une posture. Elle s'applique à des situations complexes et elle est soutenue par un ensemble d'outils. Donc on avait besoin d'accompagner la mise en place de cette fonction qui existe tout en n'existant pas, puisque l'idée c'est de faire reconnaître tout ce travail invisible. Donc les communautés de pratique pour soutenir cette fonction, en pratique, comment ça fonctionne? Il s'agit de groupes qui réunissent une douzaine de prestataires de métiers, de disciplines différentes, avec aussi des ancrages différents. Il y a des indépendants, mais aussi des gens qui travaillent dans des structures, différentes formes de structures, différents types de structures, et qui se reconnaissent tous dans cette fonction de référent de proximité. Les prestataires, il faut savoir garder à l'esprit qu'ils n'accompagnent pas forcément les mêmes personnes, hein. Ils accompagnent des personnes différentes, chacun dans leurs ancrages différents, et ils se réunissent une fois par mois. Pour ce faire, ils sont accompagnés par un modérateur et par quelqu'un aussi qui prend des notes pour capitaliser, documenter les échanges qui ont lieu. Et leur dernière chose, ces professionnels, ils ont un ancrage local commun, donc ils sont tous dans une même zone. Les objectifs de la communauté de pratique, on en a 4. Le premier, c'est de renforcer le fonctionnement et le réseau, enfin un fonctionnement en réseau entre les personnes qui sont autour de la table, donc ils apprennent à se connaître. La deuxième chose, c'est de partager des ressources, donc ils vont discuter des cas concrets, ils viennent avec des situations qu'ils ont rencontrées, ils vont
et ils vont échanger sur ces situations, comment tu aurais fait dans ces cas-là, vers qui on pourrait orienter, etc. Donc je précise déjà ça, il ne s'agit pas de discuter la clinique, il s'agit de discuter les questions qui sont plus organisationnelles, donc vers qui on peut renvoyer, qui existe à Bruxelles en l'occurrence, ou dans le quartier, qui pourrait qui pourrait venir en aide à la personne dont on discute le cas. Autre point objectif, donc, c'est de discuter, partager une expérience sur la fonction en elle-même, donc la documenter, comprendre les zones qui sont solides et les zones un peu plus molles, qui sont encore en construction peut-être, et de dégager des bonnes pratiques, et bien entendu. Et dernier objectif, c'est de co-construire, expérimenter des outils, ou bien de partager des outils qui existent déjà, pour soutenir cette fonction, notamment sur l'échange des ressources, des choses comme ça. Donc il y a une visée très pratique, et c'est soutenu par un processus de documentation des cas et des pratiques. Donc on est vraiment dans une logique win-win où la communauté de pratique va nourrir le professionnel directement dans sa pratique, mais aussi c'est aussi le système qui va apprendre de ce qui est discuté dans cet espace-là. Au niveau méthodologique, on a 5 temps que j'ai mis là, mais en fait, il y en a surtout 2 qui se détachent de manière importante. Il y a un temps d'échange et de savoir, d'échange de savoir, d'échange de ressources autour de la discussion des cas pratiques, comme je le disais il y a un instant. Donc, on parle de situations concrètes, vécues, et on échange des ressources ou bien ou d'autres bonnes techniques par rapport au suivi d'une personne. Et le deuxième temps fort, c'est un travail sur les thématiques spécifiques, donc comme je disais, quelque chose qui va permettre de soutenir le développement de cette fonction. Discussion sur la posture, les besoins d'outils, de quelle formation on aurait besoin, etc. Aujourd'hui, on se trouve dans une phase d'élargissement. Je vais vous montrer ensuite le processus dans le temps, comment ça s'est déroulé, mais on voudrait appliquer cette communauté de pratique qui a été quand même assez bien accueillie, on va dire. On voudrait l'appliquer maintenant au soutien au développement de deux autres fonctions, celle de case manager et celle d'organisateur de concertation multidisciplinaire. Donc c'est peut-être un peu plus technique. Enfin, l'idée c'est de se servir et d'élargir ce dispositif et d'en faire une structure légitime, une structure qui aurait sa place dans l'organisation des soins au niveau local. Donc, ici j'ai mis, on va ouvrir 8 nouvelles, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a déjà 3 qui existent, donc en fait c'est 5 nouvelles communautés de pratique. Elles vont être portées par des organisateurs locaux, donc c'est pas Brussano qui gère tout, c'est vraiment l'idée que ça prenne un peu son autonomie. Et il y aura quand même une mise en commun qui sera accompagnée par Brussano. Donc petit retour en arrière au niveau historique. Au départ, la première communauté de pratique est née dans le territoire du projet intégré de soins intégrés Boost, que certains connaissent. Puis en 2020-2021, il y a 3 communautés de pratique, ce sont des 3 communautés de pratique, dont 2, vous voyez, sont prises en main par d'autres organisateurs, donc elles prennent leur autonomie. Et les développements pour cette année et l'année à venir, c'est de passer à 5 communautés réparties sur le territoire et 3 autres avec 2 sur les case managers et celle d'organisation de concertation multidisciplinaire qui eux auraient une portée régionale parce que ça a plus de sens qu'il y ait une portée régionale pour ces fonctions-là. Mes questions pour vous aujourd'hui, puisque c'est une session interactive, j'ai 2 grandes questions, puis on pourra aller dans le détail ensuite. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour stimuler l'utilisation et la mise en place de ces communautés de pratique à Bruxelles. Donc, comment ça se passe au niveau des modalités pratiques, d'après vous, enfin, voilà, on est preneur d'idées, et comment trouver justement un équilibre entre un cadrage méthodologique assez rigoureux, donc comme on pourrait l'entendre au point de vue de la recherche scientifique, et un accès qui soit suffisamment simplifié à ce type d'espace, notamment pour les modérateurs. Et la deuxième question,
ça va être comment assurer une certaine homogénéité entre toutes les communautés de pratique, parce qu'il va y en avoir 8. L'idée, c'est que chacune prenne son autonomie. Et comment faire pour, malgré tout, garder de l'homogénéité, garder une cohérence et nourrir une recherche commune, une vision commune à travers ça. À votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation très très claire. Moi, je voulais vous demander, mettre ensemble des prestataires de soins de première ligne. Souvent, ce qui coince, c'est comment on va faire pour qu'ils prennent sur leur temps et pour les réunir. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, voilà, je prends ma casquette syndicale. Mais c'est vrai que c'est parfois un blocage. Je dis oui, mais c'est très bien. Il y en a dedans des indépendants, il y en a dedans des gens qui travaillent au forfait, il y a d'autres qui travaillent à l'acte, il y a de tout. Comment est-ce que vous financez ces réunions de communautés de pratique? Qui finance quoi et comment? Très bon point. Alors ça, effectivement, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais c'est financé par un... En fait, on finance la fonction de référent proximité via la participation aux communautés de pratique. Donc, à chaque fois qu'une personne participe à la communauté de pratique, elle obtient un défraiement qui représente la participation à la communauté de pratique en tant que telle. Et puis, parfois, on demande de préparer un ou deux cas en amont de la communauté de pratique suivante. Voilà, donc, et ça jusqu'à présent, c'était financé par le projet Boost, donc l'initiative Intégreo, qui finançait ça, mais ça va être continué sur les fonds de Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc il y a une continuité là-dedans, on a ce type de financement. Oui. Moi j'ai une petite question, peut-être qu'elle est pas pertinente. Je n'ai pas très bien compris la différence entre un référent et un case manager. Quand vous expliquez ce que c'était un référent, pour moi c'était dans ma tête un case manager, donc je n'ai pas compris. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Paul, le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est simplement du temps. Et quand on est un médecin, on prend l'exemple d'un médecin qui travaille 60 heures par semaine, même si on le paye, je ne vois pas bien quand il va pouvoir faire ça. Et je parle des médecins parce que je connais bien la problématique, mais j'imagine que pour les infirmiers à domicile, tous les professionnels de première ligne, c'est pareil. Donc, les financer, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils aient le temps de faire des choses. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces référents aient le temps de faire le boulot de référent? Et pas en plus de leur travail, mais pendant leur temps de travail. Alors, c'est deux points extrêmement bien dans le, dans le mille. Case manager, référent de proximité, on est en train de construire ces deux fonctions. Et il y a encore des zones un peu de frottement. De petit à petit, ça se met en place. La différence principale à l'heure actuelle, c'est vraiment de dire que le case manager, il va vraiment jusqu'à la coordination et faire le lien avec tout le réseau. Donc le réseau, sous-entendu le réseau d'intervenants qui se trouvent autour de la personne. Donc je vais faire assez rapidement parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut donner lieu à de longues discussions. Mais voilà, la différence c'est vraiment le case manager, il va jusqu'à la coordination et tout. Alors que le référent de proximité, lui, il est vraiment dans tout ce qui est... surtout écoute, veille, donc il est plus dans la prévention, il a cette relation de confiance idéalement avec la personne qui l'accompagne, ce qui fait qu'il peut être à l'écoute pas seulement des choses qui concernent son propre prisme professionnel, mais peut se décentrer et vraiment être plus à l'écoute, débloqué et orienté. Et après, au besoin, il peut aller jusqu'à la coordination si effectivement il a le temps, s'il a une légitimité professionnelle. Je vais juste répondre à la deuxième partie de la question sur le temps, c'est de l'argent. C'est effectivement la grande question. Comment est-ce qu'on peut amener les personnes à participer? Alors, on des frais déjà. Maintenant, jusqu'à présent, les gens qui sont dans les structures arrivent davantage à participer, c'est vrai, davantage que les prestataires indépendants. Donc ça, on essaie. Et voilà, je pense que la première partie, je ne sais pas quel temps il reste, mais je vois que c'est... Justement, donc il reste 10-15 minutes, Okay. Donc j'imagine que vous voulez des réponses à vos questions, donc peut-être on peut se centrer sur cette réflexion. Non, mais ma question n'était pas sur l'argent, hein. L'argent, on en a discuté. Mais oui, c'est ça ce que je voulais dire pour répondre, c'est que
voilà, c'est ça, merci de rappeler, mais c'est des activités que tout ça, le nombre de professionnels qui disent mais moi je fais ça, mais c'est pas tellement normalement leur job, ils dépassent un peu, hein, je pense. Et donc c'est de ça qu'on est en train de parler, c'est de rendre visible tout le travail invisible qui est là. Donc malgré tout, c'est déjà le cas. L'idée c'est de légitimer ça. Jean-Luc? Oui, tu peux peut-être remettre tes questions. Ouais. C'était par rapport à comment stimuler l'utilisation. C'est vrai que quelque part, à travers les questions qu'on pose, on observe des freins, mais donc chacun des freins peut après être transformé comme une opportunité de changement. Ici, on dit bien que le financement est un souci, dégager du temps, et donc moi, il y a deux éléments par rapport à ça qui pourraient peut-être être un élément de réponse par rapport à ta première question. C'est que pour une communauté marche, il faut qu'il y ait probablement une dynamique de groupe. Et donc, ma réflexion, c'était une attention portée à créer ce lien, et je vois que c'était mis. Mais du coup, c'est la continuité dans le temps qu'il faudrait conserver. Que ces aptitudes et ces affinités personnelles et le travail de cassage de glace, j'ai envie de dire, et de connaissances interpersonnelles et connaissances interprofessionnelles puissent profiter dans la durée. Et donc, j'imagine qu'une modalité pratique, c'est un engagement minimal sur une durée minimale pour justement commencer à engranger les bénéfices de cette connaissance interpersonnelle et interprofessionnelle et interorganisationnelle aussi. C'est tout juste. Donc, il y a, là, par exemple, le prochain cycle, ça part jusqu'en juin 2023. Donc, il y a au moins, en général, c'est un an et demi, le cycle, et puis après, on recompose un peu le groupe. Et alors, on pensait que peut-être que la communauté de pratique, elle ne doit pas rester comme ça sous forme d'une réunion, on va tous à la réunion et une fois par mois, et qu'elle peut vivre aussi en dehors, étant donné notre monde virtuel qui a pris aussi de l'ampleur peut-être. Et il y a de la demande aussi là-dessus. Enfin, récemment, la discussion, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas la faire vivre aussi en dehors du temps de réunion seulement. Et alors, le troisième élément de pérennité, c'est que les participants, donc ils s'engagent pour cette durée, mais idéalement il faudrait pouvoir assurer que ça percole dans leur propre institution quand ils sont dans une structure. Et donc c'est le cas pour certains, mais pas forcément pour tous, surtout qu'il y a aussi des prestataires indépendants. Mais voilà, c'est les trois éléments qu'on vise, mais si vous en avez d'autres, là c'est typiquement... Et du coup, pour compléter, par rapport aussi à ce que Mme Dubourg disait, en termes de... Il faut que les gens ne perdent pas de l'argent, mais il faut qu'ils puissent, quelque part, que ce temps soit suffisamment investi. Moi, on touche à un des nœuds au niveau première ligne, c'est la question de la représentation. Comment est-ce que... Donc ici, j'entends que c'est... Est-ce que c'est des travailleurs lambda ou est-ce que c'est des travailleurs représentants d'organisation? Parce qu'à ce moment-là, même la personne qui travaille 60 heures, si le temps lui est dégagé pour, je pense qu'on ne passera pas à côté de quelqu'un qui décide de prendre du temps et qui est reconnu par et qui peut porter la parole d'eux. Et la question de la représentation, elle pose problème et c'est probablement un enjeu de pouvoir avoir une personne qui est capable de parler au nom d'autres. Mais est-ce que j'entends ici que c'est un vrai rôle de représentant reconnu et qui permettrait du coup de dégager du temps, ou est-ce que c'est vraiment lambda? C'est lambda, c'est les prestataires qui sont sur le terrain. Et alors on a d'autres espaces de rencontre comme ça où il y a quelque chose de représentatif avec l'ambition de créer des outils un peu plus structurels et qui soient repris à un niveau plus méso. Mais là on est vraiment dans le local, créer du réseau, avoir les gens sur le terrain. Alors, la difficulté, ça va être la reconnaissance de cet investissement si on est au niveau local. En fait, il y a deux enjeux. La reconnaissance de cet investissement, alors on essaye de l'avoir par le financement, donc ils viennent pas, il y a un paiement pour ce temps, hein, donc c'est pas non, ils y perdent pas, théoriquement, ils y perdent pas. Et alors, non, j'ai oublié ce que j'allais dire. L'autre volet de reconnaissance. Oui, l'autre volet de reconnaissance, c'est plus sur la légitimité de la fonction en tant que telle. Bon, là, dans la fonction de référent de proximité, mais pour ce qui concerne les autres aussi, l'idée c'est de... Voilà, vous avez vu, c'est en train de s'élargir, donc on fait boule de neige comme ça, mais il y a encore plein de personnes qui se trouvent, de prestataires qui se trouvent avec plusieurs intervenants dans le suivi d'un patient, qui ne savent pas ce que c'est qu'un référent de proximité. Donc évidemment, il y a une légitimité à construire là-dessus. Et on est là-dedans, il faut faire ce saut vers un peu plus.
Il y a 2 questions, il y a Anne-Sophie et Céline. Il y avait aussi Anne-Sophie qui attendait. On vient devant, on ira derrière. C'est juste parce que c'est directement lié à Oui, la vas-y. reconnaissance. Donc je me demandais si les options envisagées pour une question de faisabilité, effectivement, ce serait que ça soit reconnu aussi en termes de crédit pour la formation continue de certaines professions. Parce que ça serait une obligation légale pour certaines d'entre elles. Et voilà, mon voisin me disait qu'ils ne viendront jamais, effectivement, uniquement pour l'argent. Voilà, et que voilà, c'est vrai que en tout cas, je pense que les formes de reconnaissance doivent être multiples pour qu'effectivement ça puisse avoir du sens pour les personnes concernées. Et donc, c'est pas que les crédits à eux seuls suffiraient, mais bien sûr, avant tout, c'est le fait que les gens perçoivent que ça a une utilité pour eux et pour leurs usagers. Je pense que c'est la première motivation. Mais bon, je veux dire, quand on peut effectivement y adjoindre des éléments plus organisationnels et professionnels. Juste, oui, je note, oui. Et puis on ira tout derrière. Moi j'ai aussi l'impression que pour que les gens adhèrent et s'engagent, il faut qu'ils aient quelque part un retour très rapide dans la pratique qu'ils ont. Et donc probablement pour eux, c'est pas toujours évident de se dire on est en train de définir une fonction, mais du coup je trouve justement que l'idée de développer des outils avec eux, etc., ben, ça leur permet d'avoir très vite un retour sur investissement et donc probablement que diffuser aussi sur toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément directement liées à la reconnaissance de la fonction, c'est super intéressant parce que ça va permettre aussi aux gens d'adhérer de manière plus continue. Oui, tout à fait. Et donc, il y a cet aspect de développer des outils, il y a l'aspect aussi être direct dans la pratique autour de la discussion de cas concrets. Et c'est vrai que c'est comme... Et ça motive terriblement les gens, en fait. Enfin, c'est des témoignages qu'on a. Et du coup, même, je sais pas, moi, faire des capsules vidéo ou des choses comme ça sur ces éléments plus précis que la fonction en tant que telle, je pense que ça permettrait aussi de... Capitalisation de... Ouais. Sur les éléments, tu dis par exemple les outils, ou tu vois quoi comme élément ou même ce qui se vit dans la communauté, mais je dirais des choses qui ont une répercussion directe sur la pratique quotidienne des gens et pas forcément sur la définition de la fonction. Un peu viser des choses à très court terme, quoi, en fait, qui ont un impact direct. Merci. On va tout derrière. C'est parce que je pense qu'il faut à un moment donné des propositions concrètes pour résoudre les problèmes de planification, d'horaire. S'il y a des horaires à 60 heures, uniquement de curatif, il n'y a pas de place pour autre chose. Et déjà 60 heures, c'est déjà trop, même pour faire que du curatif. Donc il faut arriver à diminuer le temps de travail, et que dans ce temps de travail, il y ait de façon structurelle du temps pour faire autre chose que du professionnel, pour faire de la formation continue ou des groupes tels que vous les avez décrits. Si on n'organise pas le travail de cette façon-là, on n'aura jamais la solution au problème. Donc, dans le cadre de la médecine soliste, il n'y a pas de solution aux autres équations. Elle existe dans la médecine de groupe ou d'équipe. On peut dégager du temps et peut-être même le salariat plus que le statut de l'indépendant d'ailleurs. Mais de fait, oui, on a plus pour de... les enseignants, on voit bien les enseignants, ils ont des plages de formation continue, ils sont programmés dans leur horaire et ils vont enseigner ces formations continues. Donc effectivement, oui, on a plus de prestataires salariés que d'indépendants qui viennent aux communautés de pratique, donc CQFD. Malgré tout, il y en a quand même, ou alors des gens qui ont des doubles ancrages comme ça. Et voilà, mais malheureusement, ce que vous dites là, c'est pas entre les mains de Brussano, et donc on peut répercuter. On peut répercuter, et puis le chemin se fait en marchant, c'est-à-dire que plus ça existe, plus on voit si ça prend bien, on verra qu'à un moment donné, peut-être qu'il est important de pouvoir ménager l'espace pour participer à ce genre d'espace de rencontre, en fait. On avance, il nous reste encore 3 minutes, donc peut-être une dernière intervention. Quand je travaillais à ça, sur les communautés de pratique à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, un des facteurs qui était nécessitant, c'est vraiment la facilitation. Il faut qu'il y ait un facilitateur professionnel, dans le sens où il est indemnisé, il a du temps pour le faire, sinon ça s'étiole, ça disparaît. Il faut que quelqu'un relance la dynamique. Et on avait aussi observé, enfin ça c'est dans la théorie sociale, c'est qu'il y aura toujours des gens plus actifs et des gens en périphérie, et il faut accepter que tout le monde ne soit pas engagé de la même façon et que ce soit plus ou moins engagé en fonction du temps. Et par rapport à ta remarque sur
d'autres techniques. On avait testé tout ce qui est réseaux sociaux, et maintenant avec WhatsApp ou des choses comme ça, et j'ai entendu des jeunes médecins qui fonctionnaient comme ça, où ils travaillaient plutôt en communauté de pratique que vis-à-vis de seniors, quand ils avaient une question dans leur pratique. Et donc effectivement, je suis là au cabinet, j'ai une question, j'envoie un WhatsApp à ma communauté, et celui qui est disponible m'envoie la réponse. Donc effectivement, je pense qu'il y a des choses à explorer avec les réseaux sociaux pour faire communauté de pratique. Ouais. Et sur la modération, j'ai envie de renvoyer la question, parce qu'effectivement, l'idée c'est que d'autres que Brussano prennent en charge la modération, et jusqu'à présent ça a fonctionné, mais il faut effectivement trouver des gens qui sont vraiment, qui connaissent très bien les professionnels et qui ont une vision ou un savoir-faire un peu plus méta. Et alors notre question c'est, on a déjà commencé à réfléchir sur comment les outiller, parce que tout le monde n'est pas modérateur, il faut un peu de savoir-faire là-dedans. Donc est-ce que vous voyez aussi d'autres, de quelle manière on pourrait au mieux outiller par exemple ceux qui se verraient modérateurs? C'est dire que le temps est épuisé. La télécommande à ma poche, mais il faudrait juste penser à aérer un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes inquiet. Ah oui, c'est ça. On peut peut-être prendre encore une dernière question ou intervention. Lucien ? Je voulais savoir si il y a une place pour la professionnelle, mais vous avez imaginé que les aidants proches, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette opportunité-là jusqu'à présent. Mais la lutte connaît bien évidemment et dans Franche on travaille souvent avec eux aussi, donc ils savent bien, ils ont bien conscience, mais c'est vrai que ça ne s'est pas présenté jusqu'à présent, mais il se pourrait qu'il y ait des aidants proches. Par contre, il n'y a pas de... Enfin, ça voudrait dire suivre tout un cycle pour une personne, c'est ça aussi, c'est lié à la question du référent de proximité. Oui, est-ce que le référent de proximité pourrait, un aidant proche pourrait tout à fait être référent de proximité. Enfin, en tout cas, c'était quand même en discussion, on s'est souvent posé la question, et ça fait partie des zones un peu molles. Voilà, mais par contre, qu'il y ait un patient, c'est plus délicat parce que il ne s'agit pas de discuter des cas de patients. On n'est pas dans la clinique et il s'agit normalement, il y a aussi le respect du secret professionnel qui est partagé dans la communauté de pratique. Donc, c'est pas tellement fait pour les patients, mais c'est fait pour les référents de proximité, la construction de fonctions professionnelles, donc patient plutôt non, aidant proche, c'est une question qu'on s'est souvent posée. Mais le cas s'est jamais vraiment présenté, donc on cherche. Pour clôturer peut-être cet atelier, moi j'aurais une dernière question, c'est comment est-ce qu'on peut tirer les enseignements de ces communautés, mais pour une majorité de professionnels de santé, est-ce qu'il y a une diffusion, une valorisation de ce qui est échangé, qui est prévu? Parce que je dis que tous les professionnels, dans une certaine mesure, ont cette fonction de référent, on l'endosse naturellement. Donc comment est-ce qu'on peut prendre connaissance des enseignements de ces... Alors, ouais, comme je le disais, dans les comités de pratique précédentes, on a déjà fait ce travail de documentation et là on sort notre deuxième rapport. On a eu, la première phase pilote a donné lieu à un rapport, la deuxième, un rapport est en train de sortir, et dans cette troisième phase d'expansion dans laquelle on est maintenant, on va imaginer un dispositif un peu plus conséquent et qui, on pense, pourra aussi permettre cette homogénéité dont je parlais tout à l'heure. Donc il y aura ce qu'on appelle un veilleur qui va être quelqu'un qui va documenter toutes les communautés de pratique. Donc lui il passera, ou elle passera dans toutes les communautés de pratique qui sont là et prendra les notes et ensuite participera à une analyse globale de ce qui se dit, et ça veut dire aussi
construire en amont des communautés de pratique une forme de programme de recherche, donc savoir de quel côté on va regarder, est-ce qu'on va collecter des choses qui sont suffisamment homogènes entre toutes les communautés, et voir ensuite ce qui sort. Donc l'idée c'est de à la fois documenter les cas complexes qui émergent, c'est quoi les problèmes qui sont soulevés, qu'est-ce que ça mélange comme domaine, comme thématique. Donc on est vraiment dans des soins intégrés, peut-être qu'il y a du somatique, mais aussi de la santé mentale et de l'économie sociale qui viennent un peu là-dedans. Documenter ça, comment est-ce qu'on fait pour y répondre en pratique, et puis documenter toute la fonction, bien entendu, sans compter la méthodologie. On a différentes idées, mais il y a un aspect plus recherche qui sera vraiment adossé à toutes ces communautés de pratique. Je pense aussi notamment aux solutions de lien avec la formation continue ou initiale, parce que par exemple dans BI, il y a ce volet-là qui est important, qui est certainement une connexion. Ben oui, tout à fait. Donc on a le plus possible en contact à ce sujet-là. Merci beaucoup. En accueillant maintenant le professeur Céline Mailleux, qui est, vous connaissez peut-être, membre titulaire de BI, sociologue de formation initiale, et qui dirige notamment dans BI le work package dédié aux collaborations interprofessionnelles impliquant notamment les personnes et les groupes vulnérables, et qui va nous entretenir sur les questions de perspectives territoriales en santé mentale pour répondre aux besoins de la première ligne. Voilà, Céline, je rappelle, 15 minutes. Oui. Je demande de me faire signe. J'utilisais voilà, je vois que je n'ai pas de. Je ne crois qu'il n'y a pas d'horloge. Voilà. Merci beaucoup Benoît et bienvenue à tous. Je pense que c'est vraiment très chouette d'avoir eu la présentation de Maglone juste avant parce que je pense qu'il y a certains éléments qui vont se répondre dans notre présentation. Ce que je vais vous présenter ici est le résultat d'une enquête collective qui a été menée, j'aurai l'occasion de le redire, mais il y avait un volet sociologique que j'ai mené avec Laura Solar, puis il y avait un volet sur les aspects soutenabilité économique de ce qu'on proposait à la fin de ce projet de recherche-action qui a été mené par Maxime Fontaine, Laura Lopez et Ilan Togero, et puis il y avait un aspect sur la soutenabilité juridique, on va dire, des propositions effectuées, et là c'était Vanessa de Grief qui était à la manœuvre. Ici, je vais vous présenter uniquement le volet recherche-action sociologique que nous avons mené. Mais comme ça, voilà, si vous êtes intéressé par les autres aspects, vous savez qu'ils sont disponibles. Donc le contexte, c'est une forte prévalence du mal-être psychique à Bruxelles, sachant que déjà en 2013, lors de l'enquête de santé, elle mettait en évidence que 4 Bruxellois sur 10 présenter des difficultés psychologiques. Alors si on s'en tient des éléments plus stricts et plus récents aussi, en mars 2022 on en était à 19% de troubles anxieux, donc un Bruxellois sur 5, et 16% de troubles dépressifs à Bruxelles. Donc c'est une région qui est quand même fortement touchée par ces aspects-là. Un livre noir de la santé mentale qui mettait en évidence des freins à l'accessibilité financière, à l'acceptabilité des services de santé mentale et des freins à la collaboration. Donc la première ligne qui faisait savoir voilà, qu'elle estimait que les conditions d'accès aux soins de santé mentale n'étaient pas remplies. Un contexte aussi de réforme 107 qui visait justement à la meilleure implémentation des fonctions mobiles, avec voilà, des implémentations diverses selon aussi les quartiers, les communes. L'ASB, l'équipe qui développe un projet de sociopsychiatrie ancré dans les quartiers à Anderlecht, et qui souhaitait voilà, faire le point un petit peu sur, après ce livre blanc justement, et la réforme 107, ce qu'il en était des besoins de la première ligne en matière de santé mentale, et qui donc a obtenu un budget auprès de la COCOF, ce qui nous a permis voilà, de réaliser avec les acteurs d'Anderlecht une recherche-action pendant 15 mois. Alors l'objectif c'était vraiment, je vous le disais, d'évaluer ces besoins de la première ligne en santé mentale en région bruxelloise, et d'identifier des pistes concrètes pour favoriser la collaboration.
Et le point de départ, c'est vraiment justement cette approche territorialisée et de prendre Anderlecht comme laboratoire. Donc j'ai déjà dit, voilà, il y avait différents volets dans l'étude. Comme le temps nous est compté, je n'y reviens pas. Sur le plan méthodologique, on avait réalisé 17 entretiens qualitatifs exploratoires auprès d'acteurs de la première ligne, et donc c'était très diversifié. Il y avait des professions de santé, des assistants sociaux dans les CPS, mais aussi des services de l'hygiène, la police également qui avait été rencontrée dans ce cadre. Finalement, les acteurs qui sont susceptibles d'accueillir ce type de demande en première ligne. On a ensuite mené une recherche-action collaborative mettant en œuvre la méthode d'analyse en groupe, voilà, que je ne détaille pas ici non plus, mais à nouveau, si vous souhaitez en savoir plus, c'est une méthode qui a été développée par Luc van Kampenhout et d'autres auteurs, et d'autres renseignements pourraient vous être donnés si vous le souhaitez. Alors on a décidé de travailler sur 2 quartiers en parallèle, avec un point commun entre eux, c'était de travailler sur des quartiers à forte précarité. Et alors par contre en termes de différenciation, parce qu'on voulait justement aussi inclure voilà, les réalités différentes auxquelles fait face la première ligne selon les quartiers, on a pris un quartier, La Roue, où le taux de médecins généralistes par habitant est très faible, versus un quartier Centre-Voyer dans lequel il est plus élevé. Donc, ici pour pouvoir tenir compte de ces différences. Par quartier, donc dans chacun de ces quartiers, on avait impliqué 11 types d'acteurs. Je le disais tout à l'heure, des assistants sociaux du CPAS, des travailleurs de rue, des assistants sociaux qui travaillent dans le logement social, du planning familial, psychologues, issus du pôle de santé mentale du foyer anderlechtois, infirmières communautaires, des médecins, certains travaillaient en centre santé, certains travaillaient en pratique libérale, certains en maison médicale. Hein, donc pour répondre aussi, c'était un vrai enjeu pour nous, on voulait absolument que les médecins en pratique libérale puissent nous rejoindre. Et effectivement, concrètement, ce qui les a décidés à le faire, c'était qu'ils y voyaient un intérêt pratique. Hein, c'est que confrontés très régulièrement à la problématique de santé mentale et ne voyant pas comment les régler, ils voyaient vraiment un intérêt à travailler sur le sujet. Voilà, des psychiatres également de deuxième ligne, hein, du centre de santé mentale, puisque la SBL équipe était évidemment impliquée aussi, parce qu'elle voulait aussi réfléchir à ces pratiques. Un inspecteur de police était également impliqué. Alors, d'abord, le diagnostic sur les pratiques et les besoins montrait que finalement, dans cette première ligne qu'on a interviewée, il y avait une compréhension très extensive de ce qu'on entend par santé mentale. Incluant difficultés de communication, des comportements incompris, de l'isolement social. Donc une compréhension de la santé mentale qui est peut-être loin, on va dire, de ce qui va finalement entrer dans les cases prévues des troubles psychiatriques officiellement reconnus. Alors le lien qui était très fortement fait, sans surprise évidemment non plus, avec la précarité, donc un entremêlement de problématiques sociales et de problématiques de santé mentale. La façon dont les acteurs de première ligne que nous avons rencontrés définissaient leurs propres prestations, c'était essentiellement en matière d'accueil et d'écoute de la souffrance psychique. C'était là-dedans qu'ils se sentaient, on va dire, les plus habilités à agir. Et donc on rencontrait finalement 2 types d'attitudes par rapport donc chez ces professionnels de première ligne. Certains considéraient que la santé mentale c'était le domaine réservé des spécialistes et donc souhaitaient surtout, avant tout, pouvoir référer à ces spécialistes. Tandis que pour d'autres, il y avait la volonté de pouvoir construire des partenariats, on va dire un maillage peut-être plus fort, parce que en tout cas pour tout ce qui était d'ordre qu'ils qualifiaient de psychologique, ils estimaient avoir une place à jouer en tant que première ligne, hein, là où pour tout ce qu'ils identifiaient comme étant psychiatrique, ils estimaient devoir passer la main. Donc ça c'est pour identifier un petit peu aussi comment la première ligne se perçoit elle-même en matière de santé mentale et comment est-ce qu'elle imagine qu'une collaboration améliorée avec d'autres acteurs, et notamment la deuxième ligne, peut se construire. À cet égard, donc, on voyait aussi différentes attentes. Et ça rejoint peut-être aussi quelque chose qui est ressorti des discussions qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que finalement, si on pense à collaboration territorialisée, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des acteurs qui aient des attentes à géométrie variable et qui aient une volonté de s'impliquer à géométrie variable également.
Donc si on pense des actions territorialisées, il faut pouvoir permettre des niveaux d'inclusion, on va dire, sans doute différents pour des gens qui s'impliquent peut-être plus ponctuellement ou pour certaines choses bien déterminées et d'autres qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et ici, en l'occurrence, ça se traduisait par le fait que certains acteurs, avant tout, souhaitaient une forme de clarification, une vision claire du réseau, de ce qui pouvait être les débouchés possibles pour leurs patients ou leurs usagers qu'ils identifiaient comme vivant des problématiques de santé mentale. Deuxième niveau, certains souhaitaient améliorer l'efficacité, la réactivité dans les relais et la répartition des besoins. Et pour d'autres acteurs, il y avait une attente d'une application de long terme, d'un véritable maillage entre les acteurs, entre acteurs de première ligne et entre acteurs de première et deuxième ligne. Donc avec une attente plus forte sur ce que le territoire pouvait leur apporter à cet égard. Alors, par rapport à ce que les acteurs de première ligne ressentent face à ces difficultés de santé mentale, des images qui arrivaient souvent, c'est l'impression qu'on se refilait la patate chaude d'un acteur à l'autre, faute justement de trouver des interlocuteurs de deuxième ligne adéquats. De jouer au ping-pong ou d'être dans des impasses parce que certains, on va dire, s'impliquaient très personnellement auprès de certains usagers ou patients et se retrouvaient dans des situations où l'usager restait en quelque sorte prisonnier de cette relation et ne parvenait pas à trouver des solutions ailleurs. Donc ce qui ressortait quand même assez fortement, c'était un sentiment de solitude et d'impuissance de la part de ces acteurs de première ligne, en manque de ressources et de relais, un manque de formation et d'information pour gérer et accompagner ce public, une méconnaissance des possibilités, donc aussi du réseau disponible et de la répartition des missions au sein de ces services de santé mentale, et également des logiques professionnelles différentes. Par exemple, face à la non-demande des usagers, donc on sait que selon les métiers, et notamment un psychiatre va exiger la plupart du temps qu'il y ait une véritable demande de la part de l'usager avant de pouvoir intervenir. Beaucoup de métiers de santé mentale fonctionnent sur ces principes-là, mais pour d'autres métiers, certains parlaient d'appels au secours qui ne sont pas forcément des demandes, qui ne sont pas une demande précise dans la matière, mais qui sont des manifestations qu'ils estimaient être des formes de demande. Face à la non-demande des usagers, des attitudes professionnelles différentes, par rapport au partage de l'information aussi, tout à l'heure, Maglone parlait de la question du secret professionnel partagé, ça c'est quelque chose qui revenait assez fort. Je rappelle aussi que dans le groupe, il y avait notamment la police, et donc la question c'était de savoir, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui transitent par la police, parce que les voisins appellent, le propriétaire du logement appelle, et donc il y avait toute cette question de jusqu'où partage-t-on l'information, dans quel contexte, avec quel processus qui se faisait jour. Et puis alors concernant la place de l'usager dans le travail, justement une place plus ou moins active aussi là, selon les métiers. 3 minutes. Ok. Alors je passe. D'accord. Ok. Et donc on a travaillé avec ces acteurs, je disais c'était une démarche de recherche-action sur les pistes possibles. Et donc on a identifié 3 fonctions qui font un peu écho aussi, voilà, c'est pour ça que je trouvais que les 2 présentations pouvaient bien se répondre. Des fonctions qui ne sont pas forcément des métiers, justement, un peu comme tu le disais, c'est des fonctions à remplir, maintenant est-ce que c'est toujours un métier? La fonction de coordination, la fonction de référent en santé mentale dans chaque institution de première ligne, ça correspond un petit peu à ce que tu disais, même assez bien, à ce que tu évoquais tout à l'heure. Et alors un autre aspect, c'était la capacitation des professionnels de première ligne aussi, pour qu'ils soient eux-mêmes plus en mesure de faire aussi, qu'ils aient des ressources personnelles aussi pour pouvoir faire, ne pas toujours avoir besoin de référer, et savoir dans quel cas il fallait référer. Alors, ce qu'on a voulu travailler, c'était justement cette question de la faisabilité, ce que tu évoquais, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des idées de il faut un répertoire, il faut, etc. Seulement, on savait déjà que des répertoires, il en existe à Bruxelles et d'extrêmement bien fait, donc on a un peu renvoyé ça au groupe en disant, mais ok, des répertoires, il en existe, donc pourquoi ils ne fonctionnent pas? Pourquoi on n'y fait pas appel? Ou pourquoi, en tout cas, ça ne fonctionne pas? Donc ça fait partie des questions qu'on s'est posées, c'est comment on pratique, donc c'était vraiment une enquête très ancrée, très empirique, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne. Donc le descriptif des fonctions, c'est des choses assez classiques, organiser des réunions pour l'aspect coordination, organiser des réunions entre intervenants,
Mais un élément très important, c'était la question, ce qui était reproché à ces répertoires en ligne, c'est leur manque de personnalisation. C'est-à-dire qu'en général, disaient les intervenants, ils mettent en avant des institutions. Or, ce qui fait lien au niveau territorial, et ça questionne évidemment, c'est les liens interpersonnels. Et donc, une des demandes, c'était de personnaliser le réseau, éviter aussi des formes qu'ils considéraient comme trop décontextualisées, trop procéduralisées. Donc certains acteurs disaient on n'a pas le temps de passer du temps à comprendre leur logique à ces répertoires, il faut qu'ils soient beaucoup plus intuitifs, il faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. Relier les intervenants entre eux, faire en sorte qu'ils se connaissent, donc ça voulait dire que la fonction de coordination, c'était éventuellement passer d'une institution à l'autre, aider les intervenants en difficulté dans leurs institutions pour référer correctement, interpeller les institutions lorsque des difficultés de communication se font jour. Donc justement, certains disaient, ben voilà, il y a beaucoup de sites internet qui sont obsolètes et qui ne nous permettent plus de nous diriger dans le secteur, et donc une fonction de coordination qui aurait ce rôle d'interpeller les institutions concernées ou organisations, générer de la connaissance, et alors, voilà. Alors, donc, ce qui était important, on leur a demandé donc, quel est le niveau territorial pertinent, parce qu'il y avait aussi cette question de quel niveau territorial. Dans les éléments, là il n'y avait pas d'accord. Hein. Certains disaient, bon, il faut pouvoir justement mettre en avant cette connaissance interpersonnelle, donc il faut finalement un niveau territorial très petit. Disait 120 personnes, au-delà de 120 personnes, on ne parvient pas à se connaître personnellement. Et d'autres disaient, ben voilà, ça peut fonctionner par regroupement de quartiers ou même par commune. Ça c'est possible. Alors par contre, ce qui ressortait, c'était si ça fonctionne au niveau d'une commune, il ne faut pas que ce soit forcément la commune ou le CPAS dans lequel soit ancré ce coordinateur. Donc ça c'est aussi pour les... Parce que là il y a une réticence, une résistance de certains acteurs, en tout cas à ce qu'ils estiment être une forme ou un risque d'étiquetage politique, et donc du coup de réseaux qui seraient, on va dire, élitaires de ce point de vue-là. Hein, donc, alors à nouveau, c'est pas pour dire que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça que c'est vécu par certains acteurs. Alors voilà, c'est ça, le coordinateur, si c'était incarné par une personne, devrait, selon les participants à cette enquête, ne pas être seulement dans les locaux de la structure à laquelle il est rattaché, mais pouvoir tourner. Un élément qui ressortait également, c'est que des fonctions de coordination du type avaient déjà été créées dans le passé, et que ce qui à un moment donné posait problème, c'est que les gens n'ayant plus d'attachement avec le terrain perdaient leur motivation, la fonction de coordination en tant que telle n'étant pas toujours jugée comme étant suffisante pour pouvoir trouver une satisfaction au travail, hein, et qu'en plus il y avait une déconnexion qui se faisait avec les autres acteurs de terrain. Donc un des conseils qui était donné, c'était garder le temps sur le terrain. Voilà. Oui, alors je vais juste conclure. Voilà, il y a de toute façon le rapport est effectivement disponible. Je pense que parmi les éléments questionnants de l'enquête, plutôt pour revenir sur cette question, le sujet de l'atelier, c'est-à-dire la question de la territorialisation des choses, donc c'est clair qu'il y a une volonté, grâce au territoire, de pouvoir dépasser les anciennes frontières, de pouvoir casser le fonctionnement en silo. Donc ça, c'est une motivation importante pour les acteurs. Un autre ressort important du territoire, c'est l'interconnaissance, c'est la personnalisation des rapports. Ce qui pose question évidemment en termes de pérennité, parce qu'on sait qu'on est dans des secteurs où il y a quand même pas mal de turnover dans les institutions concernées. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est quelque chose qui est central dans l'engagement des acteurs, c'est le fait de se connaître personnellement et de trouver du plaisir finalement à travailler ensemble. Et c'est une des justifications du territoire, hein, c'est finalement de développer aussi le réseau interpersonnel. Hein. Et donc ça, c'est vrai que moi je pense que c'est un des questionnements essentiels à la question de la territorialisation. Comment est-ce qu'on essaye de, à la fois, profiter, on va dire, de cet avantage de la personnalisation, mais en même temps d'éviter aussi que le turnover ne la mette à bas. Il y a la question de la tension entre le territoire vécu, hein, qui n'est pas toujours le territoire administratif. Donc on peut se reconnaître entre soi et comme faisant partie d'un même territoire sans que ça coïncide forcément avec le territoire administratif. Et on voit à quel point voilà, la question d'une fonction qui serait reprise par la commune ou le CPS peut parfois être un frein, on va dire, perçu par certains acteurs à ce travail en réseau. Et alors, il y a peut-être la question aussi des ressources
parce que du coup, effectivement, on est de plus en plus dans une dynamique de territorialisation de l'action sociale santé. Mais la question qui se pose, et c'est peut-être aussi le travail que Maxime Fontaine a fait là-dedans, c'est qu'on se dit, mais s'il y a un référent territorial pour les personnes âgées, s'il y a un référent territorial pour la santé mentale, s'il y a un référent territorial pour chacun de ces éléments, comment fait-on concrètement voilà, pour que ça reste soutenable, hein? Est-ce que c'est un référent qui peut être tout terrain pour tous les types de publics? En fonction de quoi est-ce que c'est... voilà, donc ça fait partie des questions qui se posent. Bon, j'ai pas pu parler de la partie du référent, mais je pense que ça fera partie des débats. Il y aura des temps d'échange, Voilà. Pendant la session, ce sera à la pause certainement. Voilà, on a un temps restreint, mais pour prendre, on va dire, 2-3 questions maximum, en temps de temps suffisant. Oui. Merci beaucoup, Céline. Tu as parlé de livre noir, mais il y a aussi eu un livre blanc. On dit toujours que les médecins respectent tout le temps, mais de temps en temps, ils font aussi des recommandations constructives. Et donc, est-ce que vous avez trouvé des concordances absolues entre les recommandations du livre blanc et cette enquête-là, cette recherche-là? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient très différentes, complémentaires? Enfin voilà, c'était un peu ça que je voulais savoir, première question. Et sous-question, est-ce qu'il y a eu alors un retour vers les auteurs, quand même une grande, nombre généralisé chez moi, les auteurs de ce livre blanc pour profiter des leçons apprises là? Pas à ma connaissance. Voilà, il n'y a pas eu effectivement de retour organisé. On a fait plusieurs présentations des résultats dans pas mal de lieux, mais je pense que c'est effectivement une bonne remarque qu'on pourrait davantage revenir vers ces auteurs du livre blanc. Je pense que ce serait effectivement une très chouette proposition. Tout ça s'est fait aussi, il faut le dire, on a clôturé ça en pleine, voilà, au moment où la crise Covid démarrait. Ce qui fait que les présentations sont faites en ligne avec voilà, tout ce que ça pouvait. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler je le dirais en direct, ce qui est une grande chance. Je pense que ce serait de pouvoir remanier les choses de cette façon. Maintenant, pour prendre une autre question, un commentaire. Un petit commentaire, donc effectivement, pour avoir travaillé sur un projet de mise en réseau en Afrique, c'était des services de santé et de la production, la chose qui a déclenché la mise en réseau, c'est que les gens se sont physiquement rencontrés, ont vu la tête de l'autre, au moins une fois, et ça change le monde. Enfin, j'imagine que beaucoup de gens ici collaborent avec d'autres, ils les ont jamais vus par email, et une fois qu'on voit les gens et qu'on leur parle, ça change tout à fait la collaboration, la relation qu'on a. Et en plus, comme les gens se connaissent personnellement, nous sommes engagés, effectivement, quand un service réfère à un autre service, vous dites à votre patient devant vous, je vais t'envoyer chez Madame Dubourg qui travaille là-bas. Et le fait de dire au patient, le nom de la personne chez qui je vais l'envoyer et d'écrire le petit mot Madame Dubourg, je vous envoie, ça change complètement les relations et complètement la relation de confiance avec le patient aussi. Enfin, moi j'ai vu ça, donc je ne dis pas que c'est la panacée, mais je pense que d'avoir vu physiquement, de faire vraiment que les gens se rencontrent et se voient, et vous l'avez dit d'ailleurs, je pense que c'est un préalable en plus, parce que c'est vrai que les cadastres et les répertoires et les trucs, ça c'est très anonyme, ça permet de désincarner pour les personnes. Ouais, mais vraiment que mais je dirais que c'est d'autant moins vu une fois dans leur vie. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans des métiers relationnels, justement, que les gens ont choisi ces métiers-là pour ces rapports interpersonnels. Donc c'est un moteur important, y compris dans les collaborations et pas seulement dans... Et qu'en plus, il y a une partie des gens qui ne sont pas des spécialistes de la santé mentale. Hein, les policiers ne sont pas des spécialistes de la santé mentale. La pédicure qui peut être dans le réseau parce qu'elle voit que quelqu'un a un problème, n'est pas dans... Donc vous avez des gens qui ne sont pas spécialistes de la santé mentale qui doivent intervenir. Merci. Il y avait deux demandes, mais... Non, ce chiffre de 120, il y a pas mal de choses qui ont été faites là-dessus, hein, dans les jeux vidéo notamment, c'est 60, le chiffre idéal pour un réseau de jeux vidéo. Quand ça atteint 120, ça se divise en deux, ça refait 2 fois 60. Donc c'est vraiment un chiffre magique qui a été prouvé. Et pour moi, c'est vraiment au cœur de notre réflexion sur la territorialisation, c'est créer des groupes de gens suffisamment petits pour que les gens se connaissent et confiance, et donc vraiment l'interpersonnel est vraiment au centre de cette réflexion sur la territorialisation pour moi. Mais ça vient aussi sur le deuxième aspect où on parlait référent santé mentale, référent personnes âgées, référent soins aux malades chroniques. On est dans une approche centrée sur les besoins, et BIAF certainement,
Et donc nous on essaye, enfin, en tout cas la logique c'est de ne pas avoir des référents pour toutes les spécialités, mais il faut quand même garder une certaine spécialisation. Donc c'est vrai que c'est une tension qu'on n'a pas encore complètement résolue entre le référent généraliste transversal et les appuis plus spécialisés. Et j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais sur la capacitation, c'était aussi voilà, de se reformer à, mais un petit peu, les formations de premier secours en santé mentale. Donc c'est l'idée aussi qu'on ne délègue pas tout, on ne délègue pas tout à ce référent qui doit tout assumer. Voilà, c'est aussi une répartition des responsabilités qui peuvent se répartir sur 3 types d'acteurs différents, justement le référent dont tu parlais, le coordinateur, et voilà, ce qui était un peu, qui permet peut-être en partie voilà, de penser à cette question de réfléchir par type de besoin, réfléchir de façon plus transversale au niveau territorial. Dernier commentaire? Mais le référent tel que je l'ai présenté, c'est un référent pour le patient, alors que là on est dans un référent pour un ensemble de professionnels, si je suis bien. Non, en fait, parce que j'ai pas eu le... Donc la deuxième fonction, c'est un référent par institution qui serait donc un assistant social dans le CPS, qui serait celui qui a le plus de connaissances, on va dire, sur le réseau complet au niveau santé mentale, par exemple. Et il y a référent pour qui? Pour les patients, les personnes accompagnées, ou pour les professionnels, ou pour les deux? Pour les deux. Pour les deux. C'était ça leur idée, c'était quelqu'un qui soit aussi au sein même de son organisation, qui puisse être le porteur, voilà, le référent de ses collègues, ah oui, lui il sait vers quelle institution deuxième ligne on peut envoyer, lui qui aussi ferait lien avec les autres professionnels, et éventuellement quand il y a des usagers qui sont plus concernés, c'est préférentiellement vers lui qu'on les dirige. Voilà. Je vais encore devoir vous frustrer, mais on va arrêter là cet échange, mais certainement qu'il y aura aussi des choses à échanger pendant les moments. Caroline Michon, qui est jeune médecin généraliste, qui est mis dans notre fiche, fraîchement diplômé de l'UCL et qui travaille en association à Dublise comme médecin indépendant. Oui, voilà. Et je fais aussi partie de la promotion de les projets. Voilà, merci. Donc 15 minutes strictes, et puis 1 ou 2 questions. On va essayer vraiment de tenir le rythme de l'après-midi. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Merci à tous. Voilà, je voulais vous parler un peu de la surexposition aux écrans chez les ados. Donc c'était mon sujet de travail de fin d'études en médecine générale. On va déjà pas changer. Oui, oui, c'est bon. Excusez-moi, on peut vous demander Il n'y a pas de micro ça, en fait, c'est un micro pour l'enregistrement. Ah ok, d'accord, je parle plus fort, désolé. C'est un vieil ordi-faux. C'est la touche, la flèche du bas, ça marche plus. En bas à droite. Voilà, j'ai trouvé. Et donc, voilà, la question de départ, c'était est-ce que le médecin généraliste a un pouvoir d'action face à la surexposition aux écrans et ses conséquences biopsychosociales chez les ados? Et est-ce qu'il y a des outils à la disposition du médecin généraliste qui sont disponibles? Alors, donc, les différentes conséquences biopsychosociales d'une surexposition aux écrans, je ne vais pas tout détailler, on va peut-être juste insister sur quelque chose qui a peut-être à voir avec la santé mentale, justement. Donc, le dernier point, donc, on peut remarquer que les extrêmes, donc une grande utilisation des écrans ou justement peu d'utilisation, sont corrélés à des niveaux de bien-être plus faibles. Mais une utilisation moyenne des écrans, c'est corrélé plutôt à des niveaux de bien-être plus élevés. Voilà. Et donc, voilà, ici à nouveau, on voit le lien qui est plutôt curviligne. Et donc, les jeunes passant moins de 4 heures devant la télévision, dans ce cas-ci, déclarent un meilleur niveau de bien-être. Et le lien donc, semble curviligne avec des niveaux de bien-être qui sont moindres avec des utilisations de 4 heures et plus. Voilà. Et donc ça, c'était un des graphiques de l'Observatoire de la santé du Haut. Alors, que peut-on attendre des interventions visant à réduire les activités sédentaires basées sur les écrans? Alors, quelles sont déjà les interventions les plus prometteuses qui reviennent dans la littérature? Donc, déjà, organiser des temps sans écran. Il y a le défi 10 jours sans écran qui est parfois organisé dans les écoles. L'importance d'impliquer à la fois les parents et les enfants. Les systèmes de contrôle de la télévision également. Et alors, tous les entretiens motivationnels, etc., ont tendance à être plus efficaces sur la durée et donc si les actions sont répétées sur le temps.
Mais donc ce qui ressort des différentes études, c'est que l'effet est petit à modéré, mais significatif sur la réduction du temps d'écran. C'est plus important chez les enfants de moins de 6 ans, donc c'est vrai que si on veut faire de la vraie prévention, il faut commencer chez les plus jeunes. Et donc l'importance de la participation active des parents et de leurs enfants dans le choix et le développement des interventions pour réduire le temps d'écran. Alors, comment peut-on aborder la question de la surexposition aux écrans en consultation, donc ici plutôt de médecine générale? Différents outils existent. Ici, c'est l'outil HETS, donc l'acronyme pour Habitat, Éducation, Activité, Alimentation, Drogue, Sexualité, Santé mentale et Sécurité. Donc, il était exposé par la revue médicale suisse. Donc, il permet d'avoir une vision plus globale de la santé, d'avoir une approche globale de la situation problématique dans laquelle l'abus d'écran peut se révéler être le symptôme principal. Alors, il y a également donc, la méthode ACAN du groupement roman d'études des addictions, ça je la développe tout de suite après. L'échiquier de prospective jeunesse, je développe aussi juste après. Il y a aussi le Family Media Use Plan de l'Académie américaine de pédiatrie. Et donc il est disponible en ligne et donc ça permet aux parents d'établir toutes sortes de règles à la maison autour des écrans, par exemple définir des zones dans la maison sans écran, des moments sans écran, et donc ça peut être intéressant de proposer aux parents en consultation. Et alors il y a aussi le score d'utilisation problématique des écrans du collectif Surexposition écran, c'est un collectif français, avec différentes questions que je proposais aussi pour évaluer si l'enfant a un problème avec les écrans ou pas. Alors, un petit cas clinique, donc un adolescent de 15 ans se présente pour des céphalées. C'est pendant le Covid, donc il est en cours à distance, il ne peut plus faire de sport à cause des restrictions sanitaires, et donc il joue aussi tard le soir sur des jeux vidéo, et il vient parce qu'il a des maux de tête. Comment est-ce qu'on pourrait aborder la question des écrans sans confronter le jeune? Et donc un outil qui peut être utile, c'est l'outil l'échiquier de prospective jeunesse. Et donc il s'agit de remplir un damier de 4 sur 4 cases et de le remplir en posant ici à l'adolescent 4 questions. Donc une manière de me faire plaisir, c'est une manière de me détendre, une manière de me donner la pêche et une chose au sens large dont je ne peux pas me passer. Et donc on remplit l'échiquier en tirant au pas selon les réponses qui sont données. Ensuite, l'intérêt, donc on vient agrandir une des cases, l'outil existe en ligne, mais donc on vient agrandir une des cases, et donc ici on agrandit par exemple regarder des séries, et on se questionne un petit peu sur qu'est-ce qui se passe si cette activité-là prend toute la place. Donc là on voit que tous les autres loisirs se sont vraiment réduits, et il n'y a plus qu'une activité qui est vraiment importante, et donc voilà, et ensuite on fait disparaître cette activité, et on se questionne avec le jeune. Que se passe-t-il si le jeune ne peut plus pratiquer cette activité, et donc quelles sont les conséquences? Et ensuite, il y a tout un travail de reconstruction éventuelle avec d'autres activités et voir comment on peut remettre d'autres activités. Et voilà, le but final, c'est vraiment de varier les plaisirs du jeune et ses loisirs pour atteindre un équilibre. C'est un outil à la base qui est développé pour les addictions, parler des stupéfiants aussi. Et Prospective Jeunesse propose beaucoup de formations pour apprendre à mieux l'utiliser, ici c'est assez court. Et donc, au niveau de mon travail, j'avais une recherche-action avec 6 couples accompagnés à chaque fois d'un adolescent et d'un parent. Ils ont été vus à 2 intervalles, donc 12 entretiens. Et donc, les guides d'entretien ont été élaborés sur base du guide APAN, que je vais développer juste après, du groupement roman d'études des addictions. Pendant la première, donc ils ont été vus au J0 et un mois après. Pendant le premier entretien, je leur ai présenté aussi une brochure et une fiche outil pour les écrans, avec par exemple des sites d'éducation aux écrans comme peternet.be, qui est un catalogue belge de ressources pour une meilleure utilisation d'Internet entre autres. Et alors, un questionnaire leur a également été soumis donc, lors du premier entretien et au début du second.
avec justement des questions qui ont été issues du questionnaire du collectif sur exposition écran, adapté aux adolescents, et donc par exemple l'heure du coucher, s'il y a des écrans dans la chambre, ou si les écrans sont allumés pendant les repas, etc. Et alors il y avait aussi un test du bien-être et de la santé générale ressentie, issu des échelles pédiatriques politiques of life. Voilà, donc le schéma APAN du groupement roman d'études des addictions, donc c'est un schéma itératif en 4 temps. Donc il y a le temps donc APAN pour avant, pendant, après narration. Donc avant, donc il s'agit d'investiguer le cadre familial, d'aider les parents à renforcer ce cadre si nécessaire. Pendant, donc c'est le temps de parole du jeune pour que lui expose voilà, comment il vit sa situation par rapport aux écrans et voilà, éventuellement si c'est un temps de questionnement. Pendant le temps T2 après, donc le professionnel dresse un constat objectif de la situation et des conséquences de l'utilisation des écrans sur la famille. Donc moi c'est à ce moment-là que j'ai exposé la brochure par exemple. Et alors le temps de narration, donc c'est un exercice de synthèse et là c'est vraiment le moment où on peut laisser parler l'adolescent et les parents ensemble, donc c'est un temps de dialogue. 5 minutes. Oui. Alors j'ai utilisé aussi, donc ici c'est une boîte à outils du GREA où il y a différentes choses qu'on peut aborder avec les ados. Donc ça c'est la petite brochure que je leur ai présentée. Hop. Alors au niveau qualitatif, par rapport à l'étude, donc 4 grands thèmes se sont dégagés. Donc l'importance, donc on va d'abord aller sur la bulle rose. Donc pourquoi les ados passent autant de temps donc sur les écrans? C'est inhérent à leur qualité d'ado. Donc s'ils ont besoin de partager, ils sont en recherche d'identité, ils ont ce besoin de validation par les pairs, et donc se couper des écrans, c'est vraiment vécu, voilà, ça peut vraiment être vécu comme une exclusion du groupe, etc. Au niveau de la bulle bleue, donc l'ennui c'est vraiment un moteur de consommation chez les jeunes. Donc la crise Covid-19 n'a rien amélioré, je ne vous apprends rien. Et donc voilà, les ados passent énormément de temps sur les écrans pour passer du temps et ça devient vraiment envahissant. Au niveau du cadre familial, la plupart des familles fonctionnaient surtout sur la confiance. Il y avait parfois des règles au début de l'adolescence qui étaient plus marquées qu'en fin d'adolescence. Voilà. Et alors, le plus important, donc, c'est qu'un adolescent avec suffisamment de ressources n'a pas forcément besoin d'un cadre strict, et ça, c'est quelque chose de rassurant s'il y a d'autres loisirs autour. Voilà, donc l'important, c'est vraiment de varier les ressources du jeune. Au niveau des échantillons appariés, donc pour le questionnaire qui a été soumis avant et après, donc il n'y avait aucune différence significative entre les deux échantillons. Ce qui est ressorti au niveau du ressenti des ados et des parents, donc voilà, il faut surtout insister sur le sommeil, ça semblait vraiment quelque chose de compliqué pour les ados. Les écrans le soir, le temps d'écran, donc ça c'est quelque chose d'un peu illusoire, donc aucun des ados ne respecte ce qui est dans les recommandations, maximum 2 heures de temps d'écran par jour. On peut plus donc s'interroger sur l'important surtout que ce temps soit voilà, discuté du contenu, quoi. Pas seulement la durée, voilà, du temps, pas le temps d'écran en soi, mais plutôt le contenu et discuter de ce que l'ado regarde et s'intéresser aussi à ce qu'il fait derrière les écrans finalement. Voilà, et alors organiser des temps sans écran aussi. Et donc on pourrait imaginer toute une série de questions à poser systématiquement aux jeunes en consultation, voilà, aussi par rapport aux écrans. Hop. Alors, en conclusion, je reprends ce schéma-là. Et donc il ne faut certainement pas aller en confrontation avec le jeune, parce que ça les braque complètement et voilà, le dialogue n'est plus du tout possible. Il faut certainement, durant les consultations, toujours bien explorer ses ressources, et explorer la question des écrans mais sans les diaboliser. Les parents sont vraiment demandeurs voilà, d'informations et donc il s'agit aussi de développer, de renforcer leurs compétences à ce niveau-là. Donc éviter les situations de conflit. Et donc ici je remis simplement les différents outils qu'il existe pour aborder la question en consultation. Et alors quelques messages pour terminer. Donc explorer systématiquement les ressources du jeune en consultation, ça je crois que c'est vraiment important.
Comme voilà, le docteur Ambrezin, dans son article « Approche pratique des écrans en consultation avec les ados » en 2020, disait donc les écrans vont devenir à minima le miroir de la santé globale des adolescents, et donc il s'agit vraiment d'intégrer l'évaluation systématique de leur utilisation, et ainsi on peut aussi ouvrir le dialogue au travers des écrans sur la santé des jeunes. Voilà. Et alors ici, il s'agit aussi de se questionner sur son propre comportement, et ici le papa de Kevin aurait aussi bien besoin d'aller consulter son généraliste. Très bien, ben merci beaucoup. Et il nous reste tout juste 3-4 minutes pour avoir quelques échanges. Je pense que Pierre veut ouvrir les débats. J'ai une double question pour vous. La première, c'est concernant le temps maximal à recommander à ne pas dépasser pour passer sur un écran pour un adolescent. Au début de l'exposé, vous montriez que le niveau de bien-être le plus élevé est entre 2 et 4 heures. Puis plus loin, vous avez une recommandation moins de 2 heures. On sait qu'avec l'augmentation des cours en ligne, c'est de plus en plus compliqué à observer, on va dire. C'est même carrément impossible. Est-ce que vous pensez que le temps, je dirais, maximum à recommander ne pourrait pas augmenter à l'avenir, simplement parce qu'on ne sait pas faire autrement ou que ce sont des usages didactiques, et par ailleurs, quelles sont les propositions par rapport au cours en ligne, simplement? Ah oui. Bah, déjà pour le temps d'écran, oui, je pense que la question du temps d'écran, elle devient vraiment complètement illusoire. Hein. Donc, ce qu'il faut vraiment se dire, évidemment, si un adolescent passe plus de 7 heures par jour sur un écran, pas, mais plutôt vraiment s'interroger à ce que son ado fait derrière les écrans et l'accompagner. C'est ça l'important, c'est le contenu et voir un petit peu, voilà, qu'il y a un dialogue en fait et que voilà. Et les cours en ligne, ben oui, mais c'est vrai que je ne crois pas que c'est très sain, là, d'un point de vue médical, de rester des heures et des heures assis derrière son écran. De toute façon, il y a quand même une phototoxicité aussi qui a été décrite pour la rétine, avec quand même un risque de DMLA, donc de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc ça, la lumière vue a quand même des répercussions sur la rétine qui ont été prouvées par l'ANS, etc. Donc l'ANS, c'est l'agence sanitaire en France. Donc voilà, ça c'est quand même des choses qui ont été démontrées. Deux questions, oui. C'est moi? Oui, et puis on ira de ce côté-là. Je suis un petit peu perturbé. La présentation était très bien, mais à la présentation et le titre de la présentation qui est de la prévention, l'intervention de prévention du médecin généraliste. Et donc, vous n'avez pas trop parlé de médecin généraliste. Oui, en fait, c'était vraiment. Ils ont remis le titre, je vais demander de changer, mais on a remis vraiment le titre de mon TFE qui était. Ah, voilà, parce que je me dis. Très très long. Voilà. Donc ici, j'ai un peu adapté pour que ce soit un peu plus chouette, parce que, oui, à la base, j'ai fait une intervention de prévention, comme je l'ai expliqué. Voilà. Donc, c'est continué alors. Oui, voilà. Ceci dit, en suivant le schéma itératif apprendre. Je suis un peu dubitatif dans le rôle de préventif des médecins généralistes. J'ai vraiment l'impression que c'est leur boulot, que c'est plutôt leur boulot du dépistage actif. Oui, certainement. Mais c'est ça qu'à la fin, on arrive donc à la conclusion que la prévention, c'est plutôt chez les enfants quand même, et qu'à l'adolescence, c'est un peu trop tard, on n'est plus dans la prévention, mais plutôt. Voilà, donc, le médecin traiteur fait du dépistage actif peut-être. Parce que bon, déjà les ados ils ne vont pas beaucoup consulter puisqu'ils sont pas beaucoup malades. Il y a peu d'ados. Moi j'ai beaucoup d'ados, hein. Ça dépend je pense du médecin peut-être, mais moi j'ai beaucoup d'ados dans ma consultation. Et donc que la prévention c'est plutôt à l'école, enfin, et l'information des parents surtout, parce qu'il y a des parents qui disent en fait c'est pas bon. Mais c'est ça. Et qu'il y a des assuétudes dans les services de santé mentale. C'est pour ça qu'il faut impliquer les parents et c'est ça que j'insiste aussi sur l'implication des parents et des adolescents. Parce que si on n'implique pas les parents, ça suffit. Effectivement, c'est pas suffisant. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. C'est juste le rôle du médecin généraliste. Ouais, mais bon, je suis désolé si on n'a pas mis le bon titre. On pourrait le situer sur la structuration du territoire, justement. Et donc, on pourra encore voir ça dans d'autres exposés. Il y a peut-être encore une question. Est-ce qu'il y a des livres ou des conseils concrets qui permettent d'aborder le sujet avec ses enfants sans qu'ils claquent la porte? Il n'y a pas. Oui, ça aussi, au début j'étais très fixée anti-écran et au fur et à mesure du travail, bon, je me suis un peu assouplie dans mes convictions. Mais il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Il y a le livre de Sylvie Dieu-Ozika, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est 10 clés. Attendez, je peux le retrouver.
Mais c'est plutôt pour les enfants, pour les ados, il n'y a pas grand-chose, donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir le dialogue avec son adolescent, mais il n'y a pas de livre spécifique. Hein. Mais si c'est pour les jeunes enfants, il y a le livre... Il y a les différentes ressources que vous avez présentées. Aussi, et le livre, c'est les écrans mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille. Mais pour les ados plus vieux, ça fonctionnera pas. Mais pour le début de l'adolescence, voilà. Donc c'est aussi l'importance quand même de mettre un cadre strict dès la fin de l'enfance, dès le début de l'adolescence. L'utilisation des écrans va s'accroître. Et peut-être juste une dernière question avant de clôturer, mais dans les outcomes, vos principaux résultats avant, après l'intervention, c'était quoi? Parce que vous n'avez pas présenté sur quoi vous observiez. Mais donc moi, il y avait tout un questionnaire que j'ai soumis avant, après, et donc il n'y avait pas de différence significative honnêtement au niveau de ce questionnaire. Il n'y a pas eu. Mais il portait sur quoi ce questionnaire? Le comportement, les questions, les temps justement exposés à l'écran, les questions, la qualité du sommeil. Donc, par exemple, déjà donc à combien était estimé le temps que l'adolescent passait sur les écrans? Donc c'était plus de 2 heures pour tous. Est-ce qu'il y avait un ou des écrans allumés durant les repas? Est-ce qu'il y avait une télévision dans la chambre de l'ado? Il y a 16 questions. Donc est-ce que l'utilisation des écrans était source de conflits à la maison? Combien d'heures durait le sommeil de l'enfant? Est-ce que les familles regardaient la télé ensemble le soir?